Monsieur Macron? Monsieur Macron, bonjour. Ça fait 3 mois que j'essaye de vous contacter. Mais vous me voyez. Bah ouais, mais c'est un miracle. Un miracle financier. Parti de rien, le candidat Macron a levé des millions. Il y a des gens qui ont probablement laissé 20 ou 25 000 euros en tout. Je me suis demandé si on n'était pas la banque d'En Marche, avec le guichet automatique où on pouvait venir chercher de l'argent. Merci à vous. Emmanuel Macron a-t-il profité de sa fonction de ministre pour financer sa campagne? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, voire même peut-être l'utilisation de moyens publics au fin d'une campagne individuelle? Nous avons découvert que François Fillon s'est accroché à un magot de 10 millions d'euros pour rester candidat, malgré le scandale. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Ah, il nous a pris à la gorge, oui, c'est sûr. Ça nous a pris en otage complètement, oui, tout à fait. Le PS n'a pas lésiné sur les dépenses. C'est le parti le plus riche de France. Allez, encore plus de bruit pour montrer qu'on va gagner avec Benoît Hamon. Mais Benoît Hamon s'est fait doubler par un autre candidat. Avec l'argent ou avec le cœur? Il avait 2 fois moins d'argent, mais des militants prêts à payer pour faire campagne. On vient pas gratuit, hein. On n'est pas comme Macron. Hein. Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen. Dans le clan Le Pen, politique se conjugue avec business. Les parents ont placé toutes leurs économies chez Jean-Marie Le Pen depuis longtemps. Le père finance la campagne de sa fille et fait la fortune de ses amis avec de l'argent public. C'est un parfait système sur plusieurs campagnes électorales qui est uniquement destiné à faire entrer du cash dans les caisses du Front National. Voici le nouveau président de la République. Pour entrer à l'Élysée, l'argent est le nerf de la guerre. Enquête sur les millions d'une campagne, pas si transparente. Au début, Emmanuel Macron est l'outsider. Son parti En Marche est un petit nouveau dans le paysage politique. Sans aide publique, il doit trouver des fonds privés pour mener campagne. Dans la presse, il se présente comme un homme politique nouvelle génération. 2 mots d'ordre, moralité et transparence. Alors, dès le début de notre enquête en novembre 2016, nous envoyons une demande d'interview au sujet du financement de sa campagne. Des semaines d'attente, et puis cette réponse. Ni notre trésorier, ni le président de notre association de financement ne souhaitent s'exprimer directement. Alors, quand en février dernier, nous apprenons qu'Emmanuel Macron se rend à Londres, nous tentons notre chance sur le quai de l'Eurostar. Monsieur Macron? Monsieur Macron, bonjour. Je fais un documentaire sur la campagne, notamment sur le coût de la campagne électorale. Ouais. Et je sais pas, personne ne me permet d'avoir accès à vous. Comment je peux faire? C'est la personne qui va vous Bonjour. donner On s'en parle tout à l'heure. cet accès. Alors, est-ce qu'on peut se voir dans le train? Non, on peut pas se voir dans le train, je suis désolé. Sylvain Faure est le grand Manitou de la communication d'Emmanuel Macron. C'est lui qui dit oui ou non aux journalistes. Pour nous, c'est non. Non, bah pourtant il y a 2 journalistes. Ouais, vous deux. Ouais. Oui, nous on peut se voir dans le train tous les 2. Ah, super. Pour caler ça, Donc, et puis caler un point très bien. On peut caler un point pendant le déplacement? Bah, durant le déplacement ou au retour, il n'y a aucun problème. Super, magnifique. Merci à vous. Hein. Oui, j'ai tout. C'est bon. Des journalistes de BFM et France 2 ont droit à une interview. Mais le directeur de la communication reste inflexible. Nous ne pouvons pas poser de questions sur le financement de la campagne. Depuis le lancement de son parti En Marche, c'est la 3e fois qu'Emmanuel Macron se rend à Londres. C'est la 6e ville de France, comme le dit très joliment Boris Johnson. Donc vous avez beaucoup de Français à Londres, et c'est important de leur expliquer ce qui se passe. En réalité, avec 90 000 inscrits sur les listes électorales, Londres se situe plutôt au 15e rang des villes françaises, comme Grenoble ou Toulon. Mais à Londres, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de financiers à succès.
de potentiels donateurs pour sa campagne. Le meeting d'Emmanuel Macron se tient au Westminster Hall, un bâtiment prestigieux au cœur de la capitale britannique. Pourquoi les Français de Londres soutiennent particulièrement Macron, à votre avis? Je pense que c'est une certaine classe de personnes qui habitent à Londres. Quand vous dites classe, c'est-à-dire? Une classe, je pense, aisée, française qui vit ici en expat, qui est intéressée par le programme de Macron. 2500 personnes sont venues écouter Emmanuel Macron. Ce rassemblement a coûté autour de 70 000 €. La salle est pleine, sauf au premier rang, où des chaises sont réservées. Interdiction de nous attarder avec la caméra. Nous tentons d'en savoir un peu plus sur ces spectateurs VIP. C'est réservé pour qui ici? Des grands donateurs. Des grands donateurs. Ok. Bon, il n'y en a pas tant que ça finalement? Justement, on manque de place pour eux, c'est là qu'on va sûrement mettre là-bas aussi, ça va être un peu dur. Mais... Ah ouais, d'accord. Merci. Ce déplacement est aussi l'occasion de venir chercher de l'argent. Une ambition qui s'affiche en grand sur les écrans de la salle. Le grand argentier de la campagne, c'est lui. Christian Darnia, président de l'association de financement d'En Marche. Sa mission ? Trouver les millions d'euros nécessaires pour financer la campagne. Au premier rang, banquier, financier, entrepreneur, un mathématicien célèbre. Aucun n'a voulu être interviewé. Nous interrogeons discrètement le patron d'un fonds spéculatif. Je suis chef d'entreprise, je suis de droite, mais... Et vous vous reconnaissez plus en Macron qu'en Fillon? Oui. Dans la galaxie Macron, Yigal El Harrar. Il est le représentant d'En Marche au Royaume-Uni. Qui est pro-européen, qui est réformateur. Je vous demande d'accueillir Emmanuel Macron. L'homme est aussi courtier à la BNP. Dans les staffs de campagne, pourquoi aller 3 minutes de discours, Emmanuel Macron parle déjà d'argent. Toujours un grand halo à ce moment-là médiatique qui dit allez à Londres, c'est forcément pour aller chercher de l'argent au milieu de la city avec des gens terribles et affreux. Il faut aller chercher de l'argent avec des gens qui ne sont pas terribles et affreux. Mais c'est aussi aller rencontrer des Françaises et des Français. Au cours de la soirée, nous apprenons qu'après le meeting, un dîner est prévu pour lever des fonds. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Je peux poser une petite question? 2 secondes, vraiment 2 secondes. Vraiment 2 secondes. Demain. Ouais, vous m'envoyez ça et c'est quoi la suite du programme de la visite de M. Macron? Là, on a fini, là, et là, on va pisser, et puis après, on rentre se coucher. Ah, ok, d'accord. Monsieur Macron, c'est quoi la suite de la visite? Là, c'est là, moi je suis. Thank you very much. Là, moi je suis fatigué là. En fait, la journée n'a pas vraiment l'air d'être terminée. Yohann Cabaye, footballeur de l'équipe de France, Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie, et le trésorier embarquent avec Emmanuel Macron dans ce véhicule. Nous ne pourrons pas les suivre, mais 2 mois plus tard, nous retrouvons l'ancien ministre Jean Arthuis. Il va nous raconter ce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu nous dire. Après le meeting, nous nous sommes rendus à l'invitation d'un ami, d'un sympathisant d'Emmanuel Macron, qui avait réuni à sa résidence personnelle un certain nombre de membres de la communauté française, du monde des affaires, du monde de la culture. Quartier chic, un amateur d'art, ambiance chaleureuse. Et ça pouvait être aussi l'occasion pour le trésorier de la campagne de faire appel à la générosité. Et M. Darnia intervient aussi? Je crois qu'il est intervenu pour dire qu'il était le trésorier et que, comme tout trésorier, il voulait s'acquitter de sa tâche et être à la hauteur de sa mission.
Au QG de campagne d'Emmanuel Macron, Christian Darnia finit par nous recevoir. Il reconnaît qu'il a bien effectué une levée de fonds lors de sa soirée à Londres. Ouais, juste un truc à Londres, vous avez demandé après le meeting quel est le programme, vous avez dit je vais me coucher, je suis crevé. Ce qui est la vérité. Et ce qui est la vérité, j'étais fatigué et j'étais me coucher. Je ne sais pas préciser l'heure à laquelle j'allais me coucher, mais ça c'est normal. Nous allions à Londres également pour rencontrer de potentiels donateurs. Et voilà, et effectivement, puisque nous ne bénéficions pas de subventions, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller voir les gens, leur demandant, en appelant à leur générosité pour nous aider. Quand nous l'interrogeons sur l'identité de ses plus gros donateurs, Christian Darnia botte en touche. Beaucoup de gens requièrent la confidentialité. Vous avez quasiment aucun patron qui ne souhaite être vu en présence d'Emmanuel Macron ou de quelconque homme ou femme politique aujourd'hui dans un cercle public. Nous avons enquêté et retrouvé l'un d'entre eux. Résidant à Londres, il accepte de nous rencontrer. Rendez-vous est pris à 15 h à Baker Street, au Sherlock Holmes Hotel. L'adresse du célèbre détective. L'homme, financier à la City, a donné 7 000 € à Emmanuel Macron. Il souhaite rester anonyme. Vous l'avez rencontré, Macron? Plusieurs fois, oui. Qu'est-ce qui vous a séduit au départ chez lui? L'éloquence, une vision de la société. Il répondait à des préoccupations pour nous, par exemple dans le monde de la finance, qui nous touchaient. Je me souviens de questions sur l'ISF avec des réponses classiques libérales. Ces financiers de la City ont été régulièrement sollicités. Comme en témoigne ce message, envoyé en septembre 2016 par Yigal El Harrar, le banquier responsable d'En Marche au Royaume-Uni. Hello les amis, Christian Darnia est à Londres, jeudi 27 et vendredi 28. Il est dispo pour des meetings de levée de fonds. Avez-vous des personnes en tête que nous pouvons rencontrer? On l'a vu venir quand même beaucoup de fois. Je me suis demandé si on n'était pas la banque d'En Marche, avec le guichet automatique où on pouvait venir chercher de l'argent. L'entrepreneur a fini par déchanter au sujet du candidat Macron. Je pense que son truc, c'est rassurer et donner à son auditoire le discours qu'il a envie d'avoir. Donc il peut, à la Trump, tout promettre à tout le monde. Et ça, je l'ai vu. Et de fait, je suis revenu à des positions beaucoup plus classiques. Il n'a plus donné un sou et a fini par voter Mélenchon. La machine d'En Marche tourne à plein régime depuis la création du parti. Christian Darnia nous emmène dans le centre névralgique des finances. Une dizaine de personnes s'occupent d'encaisser les dons. En ce mois de mars, 8 millions d'euros déjà. Ok. C'était assez phénoménal au début. C'est pas que c'était calme, c'est que les rythmes étaient tenables seuls. Maintenant, je me fais aider par des bénévoles parce que le nombre de chèques a augmenté. Combien peuvent donner les plus grands donateurs? La loi prévoit que chaque personne peut verser jusqu'à 7 500 € à un parti politique. Pour un couple, la somme double, soit 15 000 € par foyer chaque année. Emmanuel Macron a commencé sa campagne en 2016. Les plus généreux ont pu contribuer à nouveau en 2017. En plus, les années de campagne présidentielle, chaque personne peut verser 4 600 € supplémentaires à un candidat. En tout, chaque foyer a pu donner jusqu'à 39 200 € depuis la création d'En Marche. Question: ces grands donateurs peuvent-ils avoir une influence sur le programme d'Emmanuel Macron? Pour peut-être ôter cette idée qui voudrait que le mouvement soit financé par une oligarchie financière ou autre, il faut savoir que les gens qui donnent plus de 5 000 €, ce qui est une somme d'argent très importante, représentent moins de 2% de tous nos donateurs. Ce que Christian Darnia ne précise pas, c'est que ces 2% pèsent très lourd. Sur les 30 000 contributeurs d'En Marche, 600 donnent au moins 5 000 € chacun. D'après nos calculs, à eux seuls, ces grands donateurs représentent entre 40% et 75% des dons collectés. Reprenons l'histoire au début, à la création du parti En Marche.
Ce 6 avril 2016, celui qui est encore ministre de l'économie lance son mouvement. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Voilà, c'est le nom de ce mouvement, En Marche. C'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Nous allons découvrir qu'en réalité, une semaine après ce discours, Emmanuel Macron est déjà en campagne. For those who may not know him yet, he's France's economy minister. Emmanuel Macron est en visite officielle à Londres pour parler du Brexit. A Brexit in this very peculiar situation, for me, will weakness the UK position and not to reinforce it. Une autre visite est prévue, sans la présence des caméras cette fois. Sur ces photos, on voit Emmanuel Macron s'adresser à des entrepreneurs français, tous installés à Londres. Quelques heures plus tôt, il a pris le temps de déjeuner avec une cinquantaine d'entre eux, dont Philippe Gélis. Il est à la tête d'une start-up dans la finance. Je crois que c'est le 14 avril, quelque chose comme ça. Je me rappelle très bien parce qu'en fait, je rentrais de New York, j'ai atterri le matin, c'était 9h. Et vers midi, ils avaient organisé un rendez-vous avec une cinquantaine d'entrepreneurs, tous de la tech, un petit comité. Il n'y avait pas du tout de communication autour de ça. Dans un appartement vers Kensington, je ne me rappelle plus très bien. Et donc l'idée, c'était d'échanger avec Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à cette époque-là. Donc il a commencé un petit peu à nous parler de ce qu'il voulait faire, d'En Marche, de son ambition, de ce qu'il voulait réformer. Ce n'était pas encore officiel, donc c'était vraiment, je dirais, il tâtait un petit peu le terrain. En France, cette réunion va faire du bruit. Une brève dans Paris Match affirme qu'Emmanuel Macron aurait levé plus de 12 millions d'euros pendant ce déplacement. Un montant invérifiable, mais l'information agite l'Assemblée nationale. Georges Fenech, député Les Républicains, interpelle le ministre sur cette escapade londonienne. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque nous apprenons par la presse qu'à cette occasion, le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds pour, semble-t-il, son micro-parti En Marche. Le Premier ministre Manuel Valls tient à répondre lui-même aux accusations du député. Il n'y a eu aucune levée de fonds particulière pour je ne sais quelle association. Et ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous, et c'est le cas, c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches. Manuel Valls sait-il toute la vérité? Christian Darnia était à Londres ce jour-là. Il avoue avoir tenté de lever des fonds, mais sans succès selon lui. Ce jour-là, j'insiste et je vous regarde droit dans les yeux, nous avons levé 0. 0 pour une simple et bonne raison. C'était la première fois que nous nous livrions à cet exercice. Nous avons été à Londres et donc on a réuni à peu près une soixantaine de personnes. Et c'était la première fois que nous faisions ce type de rencontre. Et donc on a évoqué, voilà, il faudrait que vous nous aidiez, etc. Bon, mais de manière assez amateur finalement. Philippe Gélis était à cette réunion. Il en garde un tout autre souvenir. À l'entendre, plusieurs entrepreneurs ont mis la main au porte-monnaie ce jour-là. Est-ce que vous diriez que sur la cinquantaine de personnes qui étaient rassemblées ce jour-là, une majorité a décidé de soutenir financièrement? Je dirais qu'une bonne majorité, oui. Vous pouvez nous soutenir, il y a un montant maximum qui est le montant légal. Il y a des gens qui ont décidé de les suivre immédiatement. Puis voilà, quoi, je dirais que ça se fait de manière assez naturelle. Je ne sais même plus combien c'est la limite, mais c'est quelques milliers d'euros, donc je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient de le faire. Il y a des gens qui ont probablement laissé 20 ou 25 000 euros en tout. C'est possible. Ouais. Vous-même, vous avez donné à la campagne d'Emmanuel Macron? Sur ça, je ne communique pas. On vous a demandé de garder cette réunion un peu secrète, le temps de son officialisation? Oui, je me rappelle, il n'y a pas eu de Twitter, il n'y a pas eu de social media, de Facebook, il n'y a pas eu de blog post après. Ils nous l'ont demandé, je pense que tout le monde l'a respecté, puisque de mémoire, il n'y a rien qui est sorti ensuite. C'était probablement aussi plus simple de faire ça, je dirais, en terrain neutre, que de le faire à Paris. C'était peut-être plus simple, ça permettait peut-être aussi d'éveiller un peu moins les soupçons. Pour le député Georges Fenech, Emmanuel Macron a brouillé les pistes. Soit on est ministre et ministre à plein temps et on s'occupe de son ministère et on n'abuse pas
sa fonction ministérielle, soit comme la question, je me la suis posée, est-ce qu'il n'y a pas un abus de fonction ministérielle en se rendant à l'étranger pour, en tant que ministre, faire des déclarations en tant que ministre, et tout de suite après, dire, voilà, maintenant je me présente comme candidat, soutenez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, voire même peut-être l'utilisation de moyens publics au fin d'une campagne individuelle? J'ai écrit au président de la Commission nationale des comptes de campagne pour lui poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté telle que je viens d'expliquer? La Commission des comptes de campagne est le gendarme du financement des candidats. À sa tête, François Laugereau, l'homme qui a invalidé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est à lui que Georges Fenech a envoyé sa lettre. C'est un domaine sensible et que nous regarderons, bien entendu, éventuellement en tenant compte des signalements que nous aurons pu recevoir sur ce sujet, par des concurrents ou par des simples citoyens. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas faire de procès d'intention à l'avance à une personne qui exerce une fonction officielle, élective ou gouvernementale. François Laugereau a répondu au député Georges Fenech. Dans sa lettre, il précise que cette levée de fonds serait légale, à 2 conditions. Qu'il n'y ait pas de confusion possible avec son activité officielle et qu'aucun financement public n'intervienne pour cette manifestation. Christian Darnia reconnaît qu'Emmanuel Macron a bien récupéré des chèques au cours de ses déplacements ministériels. Mais selon lui, il a pris certaines précautions. Lorsqu'un membre du comité exécutif d'une des entreprises en question nous faisait un don, nous les avons encaissés plus de 3 mois après que le ministre ait quitté ses fonctions, en prenant le soin de redemander aux gens qui avaient fait le chèque « Êtes-vous toujours d'accord pour que nous encaissions votre chèque ?» À entendre Christian Darnia, En Marche aurait attendu qu'Emmanuel Macron ne soit plus ministre pour encaisser certains chèques. Selon Philippe Gélis, il n'y a pas eu que des chèques. Quand on va là-bas, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne savait pas qui commençait à lever des fonds, donc personne n'est venu avec son chéquier, je veux dire. Mais en fait, on fait un virement, tout simplement. On fait un virement, évidemment. La Commission nationale des comptes de campagne regardera de près les déplacements ministériels d'Emmanuel Macron. S'il a profité des moyens de l'État pour lever des fonds, ses comptes de campagne pourraient être invalidés. C'est ce que nous confirme par mail la commission de contrôle. Le financement d'un candidat par une personne morale, par exemple l'État, est un cas théorique typique de rejet du compte de campagne. Mais la commission précise toutefois qu'elle peut simplement décider de réduire le remboursement des frais de campagne. Mi-avril, Emmanuel Macron a réussi son pari. Il a réuni près de 12 millions d'euros de dons. Il a aussi contracté un emprunt personnel de 8 millions d'euros auprès des banques. Est-ce que vous sentez la puissance de ce rassemblement ? Les grands partis politiques, eux, bénéficient dès le début de leur campagne d'un trésor de guerre. Ils reçoivent une aide de l'État en fonction du nombre d'élus au Parlement. Pour le Parti socialiste, 25 millions d'euros par an. Mais en plus, le parti demande à ses élus de compléter cette manne avec leur argent personnel. Catherine Lemorton est députée de Haute-Garonne. Chaque mois, elle met la main au portefeuille pour l'EPS. Je vais vous montrer ce que ça me coûte sur mon compte personnel. J'ai le prélèvement le 6 du mois, automatique, 500 €, qui va pour Solferino. Et le 15 ou 16 de chaque mois, j'ai le prélèvement qui correspond à la Fédération socialiste de Haute-Garonne, 320 € prélevés tous les 15 ou 16 du mois. Vous le payez avec plaisir, ça? Oui, on doit au parti tout ce qu'on est. Alors après que ses défauts, ses qualités, mais on doit à son parti tout ce qu'on est. Sinon, sans lui, j'aurais jamais été élu. Chaque année, le Parti socialiste perçoit 25 millions d'euros d'aide de l'État, 4 millions d'euros de ses parlementaires et 1 million d'euros de ses adhérents.
30 millions d'euros en tout. Le PS est le parti le plus riche de France. Mais en période électorale, les dons sont aussi les bienvenus. Benoît Hamon a fixé des règles strictes et Nicolas Pereira est chargé de les appliquer à la lettre. Chaque donateur qui donne plus de 2500 € eh bien, accepte de rendre public son nom. J'ai 2 chèques qui sont concernés. Donc c'est marqué en cochant la case ci-contre, j'accepte, dans le cadre de la politique de transparence des dons souhaitée par Benoît Hamon, que mon nom et mon prénom soient rendus publics. Elle a coché, elle a signé, donc son nom sera publié. Alors donc c'est qui? Donc c'est une dame qui soutient Benoît Hamon et qui habite à Grenoble, qui s'appelle Monique Leloup-Mignotte. Ça permet de s'assurer que les plus gros donateurs ne sont pas des lobbyistes travaillant ou envoyés par telle ou telle grosse société qui espérerait obtenir en échange une politique favorable ou quoi que ce soit. Benoît Hamon peut se permettre de jouer la transparence sur ses dons, car il n'en a pas vraiment besoin. Le Parti socialiste finance presque entièrement sa campagne, 15 millions d'euros. Grâce à cette somme, le candidat a pu louer ce QG de 1500 mètres carrés à Paris, loyer mensuel 165 000 €. Une cinquantaine de salariés y travaillent. C'est depuis ces bureaux qu'a été organisé le plus grand meeting du candidat. Le 19 mars, à Bercy, la plus grande salle de Paris. N'hésitez pas, monsieur, c'est gratuit. Vous pouvez prendre le petit badge, le stylo. 25 000 personnes se sont déplacées. Un groupe d'électro populaires chauffe la salle. Les moyens vidéo sont dignes des plus grands concerts. Sur les 800 000 € que coûte en gros un meeting comme ça, vous avez près de 300 000 € sur la salle. Donc voilà. Et après, il y a la scénographie, il y a les différentes prestations, et les écrans, tout ça, ça coûte cher évidemment, quoi. Je vais vous demander de faire du bruit pour notre candidat Benoît Hamon. Ce grand show a finalement coûté 920 000 €, le plus cher de la campagne, tout candidat confondu. Vous êtes chômeur, créez votre entreprise. Vous êtes pauvre, devenez milliardaire. Vous n'avez qu'un t-shirt, allez vous acheter un costume, diable. Avec un peu plus de 6% des voix seulement, le PS a réalisé son pire score depuis 50 ans. L'État remboursera près de 8 millions d'euros au parti pour ses frais de campagne. Un autre candidat avait tous les moyens pour gagner. Un magot de 19 millions d'euros sur lequel il avait seul la main et qui lui a permis de s'accrocher jusqu'au bout, malgré le scandale. Dans une école parisienne en novembre dernier, lors du 2e tour des primaires de la droite. Pour voter, il faut payer 2 €. On va préparer 2 € s'il vous plaît, madame. Bonsoir. Alors, je vous fais la monnaie. Et puis après, vous pouvez ne pas filmer là, s'il vous plaît. Ce jour-là, 8 millions d'électeurs se sont déplacés partout en France. À voter. Des pièces, des pièces. On va faire vivre comme un Picsou sans complexe. Cet argent, il va aider à financer les locaux que nous louons, les documents, les papiers, et s'il reste de l'argent, normalement, ça va au candidat qui sera élu pour financer la campagne. Ça commence par aller à la banque quand même. En tout, du coup, on devrait avoir pratiquement 4 000 € sur les 2 tours pour ce bureau de vote-là, oui. Les caisses des Républicains débordent. Le futur vainqueur dispose d'un trésor pour partir à la conquête de l'Élysée. La victoire nous revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions.
La primaire a rapporté 10 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le trésorier des Républicains, Daniel Fasquelle. C'est de l'argent que forcément les Républicains n'auront pas à verser au candidat pour financer sa campagne. Donc ce qui fait que je ne me fais pas beaucoup de soucis sur la possibilité pour votre candidat de financer sa campagne. Voici comment est financée la campagne de François Fillon. Il a créé un micro-parti, Force républicaine. Il reçoit les 10 millions d'euros de la primaire, 3,5 millions de dons et 5 millions des Républicains. En tout, 18,5 millions d'euros. Une quinzaine de grands meetings sont prévus. Et ensemble, nous allons faire l'histoire parce que nous sommes le peuple français. Le 25 janvier, c'est le début de la fin. Le Canard enchaîné révèle que Pénélope Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif auprès de son mari. 4 jours plus tard, François Fillon contre-attaque et sort son chéquier. Un meeting à la Villette réunit 15 000 militants. Ce coup de com' va coûter 400 000 euros. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Rien n'y fait. Le candidat de la droite dégringole dans les sondages. Il perd 11 points en moins d'un mois. Certains membres du parti demandent le retrait de François Fillon. Le député Georges Fenech est l'un des premiers à le dire ouvertement. Moi, j'appelle François Fillon à sortir par le haut de cette épreuve et de ne regarder que l'intérêt du pays. Et je crois qu'il le fera. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Face à son parti, François Fillon dispose d'un moyen de pression redoutable. Les 10 millions d'euros de la primaire, déjà versés sur son compte. Ah oui ? Anne Levade en sait quelque chose. Elle était la présidente de l'autorité qui a organisé les primaires. Il n'y avait rien de prévu parce que voilà, parce que l'hypothèse n'était pas probable, n'était pas prévisible et que voilà. Quoi qu'il arrive, l'argent qui est versé à une structure dans ce cadre-là, il est versé, donc il n'y a plus de possibilité de récupérer de l'argent sur un compte. C'est lui en revanche qui aurait eu quoi qu'il arrive la main. Enfin d'ailleurs, plus personne n'a la main hormis lui aujourd'hui sur les 9 700 000 euros de la primaire. François Fillon garde le contrôle sur le magot des primaires. Il reste bien de l'argent dans les caisses des Républicains pour lancer un autre candidat. Un plan B. Cette réunion ce soir. Mais là encore, François Fillon reste le maître du jeu. De par la primaire, François Fillon est devenu naturellement le président des Républicains. Et donc, si on pouvait se dispenser de l'argent de la primaire, par contre, on ne pouvait pas se dispenser, évidemment, de la mobilisation de l'argent des Républicains, ni des Républicains pour soutenir un autre candidat que lui. Et donc, finalement, c'est quand même lui qui avait les clés. Et là, par contre, c'est vrai que démarrer une campagne à partir de rien, aussi près du premier tour, même si on était au mois de janvier, sans le soutien d'un parti politique comme les Républicains, c'était absolument impossible. Le trésorier et tout le parti des Républicains sont piégés. Au téléphone, le député Georges Fenech nous confie qu'il n'a toujours pas digéré l'épisode. Moi, je l'avais Pascal à l'époque, au téléphone, donc vous savez bien, il était très embarrassé. L'argent n'a pas transité chez nous, les Républicains, ça est allé directement à la Force républicaine, son micro-parti. Ah, il nous a pris à la gorge, oui, c'est sûr. Ça nous a pris en otage complètement, oui, tout à fait. Au soir du premier tour, la défaite est cinglante. Le QG de François Fillon est déserté. Sale journée pour le trésorier des Républicains et son assistante parlementaire. Les Français vont se réveiller avec la gueule de bois. Daniel Fasquelle tente de faire bonne figure. Ça n'est jamais de l'argent dépensé pour rien. Il ne faut jamais insulter l'avenir. C'est un investissement. Voilà. En 6 mois et 29 meetings, François Fillon a dépensé 14 millions d'euros. Il reste plus de 3 millions d'euros sur les comptes de son micro-parti. Et les Républicains voudraient bien les récupérer.
Actuellement, il y a une discussion, il y aurait quelques blocages, mais je ne doute pas que la solution va être trouvée, parce qu'il y va de l'intérêt, encore une fois, de notre famille politique. C'est-à-dire que M. Fillon ne veut pas rendre cet argent? Pour l'instant, on est en discussion. Notre trésorier discute avec François Fillon et ses équipes pour convaincre de la nécessité de restituer au moins une partie de ces sommes aux Républicains. Pour le parti, il y a urgence. Dans quelques jours commence la bataille des législatives. C'est du côté de Marine Le Pen que le financement est le plus opaque. Avec seulement 3 parlementaires, le Front National dispose de peu de financement public. La candidate doit donc mener une campagne à l'économie. Au Sables-d'Olonne, le 27 mars dernier, un meeting est prévu dans cette petite salle municipale. À peine arrivés, les militants sont abordés par des bénévoles et leurs produits, 100% marine. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends différents pins, le nouveau pin de la campagne que Marine va porter, les 3 stylos bleu, blanc, rouge pour 5 €. Vous avez le porte-clés pour 10 €, et ainsi que le badge pour 2 €, le tatou pour 2 €, si vous en voulez un. C'est pas donné quand même? C'est pas donné, c'est pour financer la campagne. À la boutique, des sympathisantes sortent même leur carte bleue pour s'offrir un joli bijou. Et voilà, monsieur, vous voyez. Vous êtes fiancé à Marine Le Pen maintenant? Oui. Ben, elle me plaît parce que d'abord c'est une rose. Et puis ben, j'aime beaucoup le bleu. Et j'aime aussi beaucoup Madame Le Pen. Voilà. Un porte-clés. Mais pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir. Soutenir Marine. Ouais, pour la campagne. La pauvre, elle doit bien avoir besoin de finances. Ici, pas de caméra sur grue, ni d'effet de lumière. Une réunion à minima qui réunit environ 500 personnes. Cette espérance, mes amis, je la ressens. Je la ressens dans chacun de mes déplacements de campagne, dans chacune de mes réunions publiques. À la sortie, nous tentons d'approcher la candidate. Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen pour France 3, s'il vous plaît. Madame Le Pen pour France 3. Madame Le Pen. Défends-nous, Marine. Madame Le Pen. Tout au long de notre enquête, l'équipe de Marine Le Pen a refusé nos demandes d'interview. Le cœur de son système de financement se situe au rez-de-chaussée de cet immeuble du 16e arrondissement de Paris. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Derrière ces volets, Jeanne, le micro-parti destiné à financer les campagnes de Marine Le Pen. Il est mis en examen pour détournement de fonds publics. Nous avons découvert comment fonctionne cette machine à cash. À Marseille, Damien Gutiérrez accepte de témoigner. Cet ancien du Front National est conseiller départemental du Var. En 2015, pour mener sa campagne électorale, il doit acheter à Jeanne affiches, site internet, tracts. Selon lui, c'était ça, ou pas d'étiquette FN. Pas de signature, pas d'investiture. Lorsque je demande à Frédéric Boccaletti, le secrétaire des portages, je lui dis « Mais écoute Frédéric, je n'ai pas besoin de l'ensemble de ces prestations, je n'ai pas besoin de tout cocher, j'ai déjà 2 sites internet, j'ai pas besoin de ces documents nationaux où d'ailleurs on ne pouvait personnaliser que certaines parties alors que j'avais déjà tout. » Il me dit « Il n'y a pas le choix, tu dois tout prendre, c'est comme ça, c'est une commande de la direction, c'est Jean-François Jal, d'ailleurs je te mets en copie du mail qu'il nous a tous adressé à l'ensemble des fédérations, il faut tout prendre, si tu ne signes pas, tu n'as pas d'investiture. » Pas de signature, pas d'investiture, donc il ne me laisse pas le choix. Pour acheter ce kit, les candidats ne déboursent pas d'argent. En revanche, ils signent une reconnaissance de dette qu'ils devront rembourser à Jeanne 1 an plus tard, à un taux d'intérêt très élevé.
C'est une convention de prêt entre l'association Jeanne et les candidats. Vous avez l'objet du prêt donc, pour financer les dépenses électorales. Vous avez un taux d'intérêt de 6,50, mais ce qui représente un intérêt que je qualifie aujourd'hui d'usurier pour l'association Jeanne. Pour financer sa campagne, Damien Gutiérrez emprunte à Jeanne 8 020 €. À cela s'ajoutent les 6,5% d'intérêt que demande Jeanne, 521,30 €. En tout, le candidat devra rembourser 8 541,30 € à Jeanne. Aux élections départementales, Damien Gutiérrez a réuni plus de 5% des voix. L'État lui rembourse l'intégralité de ses frais de campagne, 8 541 €, intérêts compris. Lorsque le candidat rembourse Jeanne, le micro-parti encaisse les intérêts, 521 €. Un bénéfice réalisé grâce à de l'argent public. J'en vois même pas l'intérêt qu'il y ait un taux d'intérêt aussi élevé, si ce n'est pour empocher, puisque finalement moi je ne payais rien de ma poche. C'était donc pour empocher les taux d'intérêt de l'État. C'est un parfait système sur plusieurs campagnes électorales qui est uniquement destiné à faire entrer du cash dans les caisses du Front National. Nous avons demandé à François Duval, commissaire aux comptes, de nous aider à décortiquer les comptes de Jeanne. Combien le micro-parti de Marine Le Pen a-t-il engrangé d'argent public au cours des différentes campagnes électorales depuis 2012 ? L'année 2014, on est à 246. L'année 2015, 600 000. Si on additionne un peu tout ça, on tourne autour du million d'euros. Il y a 1 million d'euros de marge sur 3 ou 4 années qui ont été engrangés par cette structure. Aujourd'hui, on peut se dire que peut-être Jeanne est un organisme financier, au même titre que pourrait l'être une banque de la place. 1 million d'euros qui viennent des caisses de l'État. Le ministère des Finances s'est penché sur les comptes de Jeanne. Bercy tente de requalifier le micro-parti en société commerciale. Il a engagé une procédure de redressement fiscal. Nous refusons la fin de la France programmée. Le million de Jeanne ne suffit pas pour financer la campagne de Marine Le Pen. Malgré leur brouille personnelle, la candidate a dû demander de l'argent à son père. Pour la défense du pays et de nos valeurs. Dans le parc de Montretout, la maison familiale est aussi le siège du micro-parti du patriarche, Cotelec. Laurin de Saint-Affrique est le conseiller personnel de Jean-Marie Le Pen. L'année dernière, Marine Le Pen a fait une demande à Cotelec pour financer la campagne présidentielle. Après réflexion et à ces conditions, Jean-Marie Le Pen a répondu favorablement à cette demande. Et donc 6 millions d'euros ont été prêtés à Marine Le Pen pour sa campagne, dans les conditions classiques de fonctionnement de Cotelec depuis 30 ans. Ça pouvait être interprété comme un cadeau à sa fille, alors que ça n'est que le respect à la fois des statuts de Cotelec et de l'esprit général de la droite nationale. Et il y a eu un moment où il s'est dit, bon, est-ce que c'est un instrument de vengeance contre elle? Bien sûr qu'il y a pensé. Mettez-vous à sa place. Comprenez bien l'état d'esprit. Mais il est hors de question, d'après ce que je sais de Jean-Marie Le Pen, qui règle un compte personnel sur le dos de l'intérêt national. En fait, sans Cotelec, Marine Le Pen n'aura pas pu financer sa campagne. Et sans son père, elle n'aurait rien pu faire non plus, en général. Laurin de Saint-Affrique nous explique qu'à Cotelec, les donateurs sont en réalité des investisseurs. Cotelec est un micro-parti qui reçoit des dons de personnes particulières ou des prêts. Ça veut dire que c'est un peu la caisse d'épargne, si vous voulez. Des gens qui pensent que le rôle de Jean-Marie Le Pen est utile en politique française, mettent leurs économies à Cotelec. Et cet argent est prêté ensuite aux candidats du Front National qui, ultérieurement, le rembourseront lorsque surviendra le remboursement public 8, 9, 10 mois plus tard. Selon nos informations, 1500 supporters de Jean-Marie Le Pen ont placé 8 millions d'euros chez Cotelec. Un trésor 8 fois supérieur à celui de Jeanne. Si vous aviez des économies à placer, en imaginant qu'il y a une concurrence et qu'il y a une option, Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, vous les mettriez où? Réfléchissez. Ben vous les mettriez où? Certainement pas dans un parti mis en examen dont tous les dirigeants sont envoyés en correctionnel, par exemple. Par Jeanne. Oui. Qui sont les investisseurs de Cotelec?
le conseiller de Jean-Marie Le Pen nous a recommandé auprès de l'un d'eux, Alexandre Simoneau. Il est un des fidèles de la première heure. J'ai adhéré au Front National à l'âge de 14 ans, en 1992, et j'étais même à l'époque, j'avais l'honneur d'être le plus jeune adhérent FN de France. Il m'a fallu même une dérogation de Jean-Marie Le Pen pour pouvoir adhérer si jeune. Et Jean-Marie Le Pen a été mon témoin de mariage. Ça a créé une sorte de lien familial. Ils font partie de ma vie, je les considère comme de ma famille. Jean-Marie Le Pen, c'est un personnage à part entière dans ma vie, dans mon existence. J'aurais jamais aimé la France et les Français comme je les aime si j'avais pas connu Jean-Marie Le Pen. J'ai appelé mon premier fils Jean-Marie, en hommage à Jean-Marie Le Pen. Si Alexandre Simoneau a placé son argent chez Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas seulement par conviction. Mes parents ont placé toutes leurs économies chez Jean-Marie Le Pen depuis longtemps. C'est une décision que j'ai prise parce que c'est d'abord c'est une envie d'aider le combat au service de la France et des Français. Et puis ensuite, c'est un placement très sûr puisque ça rapporte 3% par an. Il n'y a pas beaucoup de banques qui vous proposent un placement aussi sûr et aussi rentable. Comme pour Jeanne, Cotelec rémunère ses contributeurs grâce à de l'argent public. Voici comment. Alexandre Simoneau et d'autres contributeurs prêtent une somme à Cotelec. Le micro-parti prête à son tour à Marine Le Pen à 6% d'intérêt. Après les élections, l'État rembourse l'ensemble des frais de campagne à la candidate. Elle rend l'argent à son père, qui empoche au passage les 6% d'intérêt. Lui rémunère ses contributeurs à 3%, là encore, avec de l'argent public. Officiellement, le fisc n'a pas mis son nez dans les affaires de Cotelec. Pour François Duval, notre commissaire aux comptes, on est bien loin de la politique. C'est un organisme financier. C'est un club d'investisseurs. C'est tout. C'est ni plus ni moins. Il y en a qui jouent en bourse, et ben d'autres jouent sur un parti politique. Bon, avec quand même une différence notable, c'est que derrière, il y a quand même un super assureur qui s'appelle la puissance publique. C'est l'État. Donc finalement, c'est un peu de l'argent public qui vous paye vos intérêts? Oui, enfin, c'est parfaitement... vous allez dire, je parle comme Fillon, enfin, c'est parfaitement légal. Voilà, on prend des risques, hein. Il y a toujours... Le risque zéro n'existe pas, parce qu'un candidat peut faire moins de 5% des voix et ne pas être remboursé. En 2017, la présidentielle va encore lui rapporter gros. Avec 21% des voix au premier tour, la candidate sera remboursée de ses frais de campagne. Mais combien de millions a-t-elle dépensé? Nous saisissons l'occasion de la soirée électorale du premier tour pour tenter d'approcher son état-major. C'est la première fois que nous réussissons à interroger le trésorier de la campagne, Jean-Michel Dubois. Pour l'instant, comme je l'ai toujours dit à tous les journalistes, je ne dis rien. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est l'efficacité et la discrétion. Donc, je ne dis pas ce qui se passe au niveau des finances. Vous aurez tous les comptes le moment venu, mais pour l'instant, je ne dis rien. Quant aux pratiques de Jeanne et Cotelec, Jeanlin Lacapelle, cadre du Front National, n'a rien à dire non plus. Il y a un soupçon de faire des taux très élevés pour pouvoir être remboursé par l'État. Non mais moi je suis en pleine campagne électorale, là. Je fais des sujets comme ça, moi ça m'intéresse pas. Mais c'est parce qu'on a demandé, pendant des semaines. On a demandé une interview pendant des semaines. Allez voir les banques, demandez-leur pourquoi elles ne le faites pas. Alors voilà, mais ça m'intéresse, mais dites-moi. Et dites-moi pourquoi elles ne le faites pas justement, parce que depuis 2012. Bon. De tous les partis en lice, le FN est de loin le plus secret sur son financement. D'autres se sont montrés bien plus transparents. Pour financer la campagne! Pour financer la campagne! La France insoumise est partie de zéro, sans aucun financement public. Jean-Luc Mélenchon
a pourtant mené la campagne la plus spectaculaire. Et maintenant, à Paris! L'hologramme, un joli coup médiatique, imaginé par les troupes du candidat et son directeur de campagne, un mathématicien de 30 ans. Vous savez, on a été première tendance Twitter mondiale aujourd'hui, là, pendant le meeting. Donc voilà, je pense que ça va avoir un retentissement important et puis beaucoup de gens vont sans doute nous en parler. Ce buzz à 400 000 € est une des plus grosses dépenses de la campagne. Pour le reste, la France insoumise fait plutôt à l'économie. Le QG de 250 mètres carrés est loué 8 000 € par mois. Seulement 25 salariés, mais des centaines de bénévoles sur le pont 24 heures sur 24. Je fais de la politique depuis le début des années 2000 et j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que sur un meeting comme Lyon, on avait 250 personnes volontaires et des fois on ne sait pas quoi leur faire pendant des moments et les gens sont volontaires, ils ont envie, on leur demande de venir à 8h, ils sont là à 8h. 77 ans. En 1789, les gens se sont remués le cul parce que ils trouvaient que c'était excessif, la monarchie est excessive, donc on est en monarchie. J'aimerais qu'on revienne en démocratie. Avec 3 millions d'euros de dons et 5 millions d'emprunts, Jean-Luc Mélenchon dispose seulement de la moitié du budget de Macron, Hamon ou Fillon. Ici, pas de cadeau. Ceux qui veulent coller des affiches doivent les acheter, 12 € les 100. Donc là, on arrive dans l'open space avec notamment tout ce qui va être le service des cars. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de budget de faire monter des cars. Et nous, on n'a pas du tout les moyens. Donc en fait, chaque personne va payer sa place. Pour monter à Paris, les militants doivent payer de 22 à 60 €. Comme ce jour-là, où Jean-Luc Mélenchon va tenir un meeting place de la République à Paris. Vous avez payé votre place pour venir, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr. On vient pas gratuit, hein. On n'est pas comme Macron. Hein. Occuper une place de Paris pour un meeting, c'est malin, car c'est gratuit. En revanche, les organisateurs n'ont pas lésiné sur le dispositif vidéo. Le but, fournir de belles images aux télévisions. Régie mobile, grue, une dizaine de caméras et bien sûr, un réalisateur. Dans le mouvement, s'ils ont lancé, on le voit monter sur scène comme il a l'habitude de monter sur scène. En dehors des périodes de campagne électorale, c'est votre profession Non, je suis prof, moi. Donc, je suis prof d'histoire en semaine. Jean-Luc Mélenchon a réuni 140 000 personnes ce jour-là. Je savais que vous seriez là. Ramené au nombre de spectateurs, c'est le meeting le moins cher de la campagne. 300 000 €. Contre la vie du peuple. Pour cette élection présidentielle, les 11 candidats auront dépensé 72 millions d'euros. L'État en remboursera près des 2 tiers, 42 millions d'euros.